Madame, Monsieur, nous nous retrouvons encore dans notre carnet du voyage pour l'Afrique du Sud, en train de faire un nouveau plateau de votre magazine Grands Enjeux, qui aujourd'hui aborde le sujet de, évidemment des élections. C'est un sujet d'actualité dans notre pays. Nous recevons pour vous un Congolais qui vit ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Il s'agit de M. Maya Nganduma. Acteur politique à sa façon. Nous allons en arriver là, mais pour l'instant, Monsieur Maya, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment voudrez-vous qu'on puisse vous présenter? Merci tout d'abord pour l'invitation et merci pour l'audience que dans votre chaîne m'a accordée. Voilà, Monsieur Maya Nganduma, c'est quelqu'un de correct. C'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de visionnaire, c'est quelqu'un de concepteur, c'est quelqu'un qui a une grande vision pour le Congo. C'est quelqu'un qui voit un Congo relevé et un Congo prospère, où les Congolais peuvent vivre dans la sécurité, dans la liberté et dans le progrès. Bien, on vous trouve ici en Afrique du Sud. Vous êtes dans ce pays depuis plus de 2 décennies. Comment êtes-vous arrivé ici et qu'est-ce que vous y faites? Voilà. Effectivement, je suis arrivé 3 mois après, j'étais à l'université. J'ai fait les études d'ingénieur. Donc je suis un ingénieur industriel. Ma spécialité, c'est dans la création comment dirais-je, de l'emploi, c'est dans la création des produits, c'est dans la production, dans la productivité. Mais aussi, je suis un expert dans ce qui concerne l'effectiveness. C'est un peu... Vous pouvez m'excuser un tout petit peu parce que c'est plus ou moins depuis 27 ans que je suis ici. Donc c'est plus l'anglais qui sort de ma bouche que le français. Mais sinon, on a gardé le bagage français qu'on a aussi reçu du Congo. Voilà, c'est à peu près ça. Et en même temps, j'ai fait une expertise dans ce qui est marketing. C'est ce que j'ai fait. Dans l'entretemps, je suis un consultant pour une compagnie sud-africaine concernant la productivité. Donc mes services sont utilisés dans tout ce qui est créé par l'homme, mais on essaie de rendre cela plus efficace avec des moyens des bords. C'est ce que je voudrais vraiment apporter au Congo, créer l'emploi et essayer de rendre tout ce qui s'est fait au Congo un peu plus productif. Ouais, créer l'emploi dans un pays où il y a beaucoup de chômeurs est un vrai défi. Mais l'emploi, ça ne se crée pas d'un coup de baguette magique. Yeah. Il y a aussi un environnement propice à l'employeur. Avant même de créer l'emploi, il faut que l'employeur puisse exister. Alors, est-ce que vous pensez que le Congo, aujourd'hui, avec un système, on va dire, élitiste et indiqué pour pouvoir s'engager aujourd'hui dans la dynamique des managers, des créateurs d'emploi? Ce qui est réel aujourd'hui est que nous avons cette volonté politique au pays. Je l'ai observé, il y a un moment, lors du régime passé, il n'y avait pas d'espace. On nous permettait de ne rien faire pour le pays, de ne rien faire pour le peuple. Je suis allé au début du mandat du président Fachi, 2019. Là. Et ce que j'ai fait est que j'ai eu à former des jeunes dans plusieurs domaines. Et je leur ai fait comprendre que l'emploi n'est pas nécessairement avoir un diplôme et aller frapper une porte quelque part. Mais ce que vous faites là, c'est ce qui est l'emploi réel. Je leur ai donné l'exemple de Bill Gates. Par exemple,
On nous parle de Bill Gates, mais rarement on nous parle de l'histoire de Bill Gates. C'est quelqu'un qui est allé à l'université, il n'a pas fini sa première année, et puis voilà une compagnie Windows, ordinateur, ce que nous utilisons aujourd'hui. Mais dans ce monde, partout il est reçu, dans les gouvernements les plus puissants, et tout le monde sont là, faisant une queue pour les recevoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé quelque chose, il a commencé un emploi comme ça. On parle aujourd'hui de Elon Musk. Il a fini ses études, il ne pouvait pas avoir un emploi. Il a créé aujourd'hui les voitures, les véhicules les plus sophistiqués qui ne fonctionnent qu'avec batterie. Et Tesla. Tesla, oui. Voilà. Donc, il n'y a pas que lui, notre jeune frère de Facebook, c'est des mêmes. Alors, les gens, Zuckerberg. Voilà, les gens dans des pays organisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils respectent tous simplement ce qu'ils font. Si tu es, on dira, cordonnier, il faut tout simplement donner de la valeur à cela. Si tu es pousse-pousseur, tu donnes de la valeur à cela. Si tu es mécanicien, tu donnes de la valeur à cela. Et nous pensons, avec les idées, avec la porte qui nous est ouverte aujourd'hui, nous pouvons facilement essayer de débloquer du gouvernement un tout petit peu de moyens. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un expert qui peut mettre en exergue, en œuvre, une action grandiose, une œuvre qu'on voit très grande, mais avec des moyens vraiment réduits. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que j'imagine les milliers de jeunes qui peuvent suivre cette émission, qui voudraient saisir l'étincelle pour pouvoir se lancer dans la vie. L'accompagnement que vous faites ici en Afrique du Sud marche aussi, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à l'environnement, les cadres propices pour l'entrepreneuriat. Mais au Congo, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir quand même qu'on puisse par exemple prévoir une fiscalité adaptée qui favorise les décollages des startups et peut-être créer des cadres de travail qui peut être mis au service des jeunes sans nécessairement qu'ils aient à sortir beaucoup d'argent. Absolument. C'est d'ailleurs, comme vous êtes avec nous ici, vous le savez bien, que le président Fachi, Félix Tshisekedi, était ici avec nous. C'est l'un des projets que j'ai remis à son équipe. J'espère que ça va arriver entre ses mains. Et vraiment, tout ce que nous voulons, parce que nous connaissons l'homme, nous savons que cet homme a un grand souci et un souci réel de la population congolaise qui a tant souffert. Avec un peu d'audience, un peu d'investissement dans ce que nous avons comme concept, je pense qu'il n'y aura pas trop de blocages. Ce qui est vrai que je l'ai fait avec mes moyens propres. Il y a eu un truc que j'ai monté, un mouvement qu'on appelle les patriotes engagés, et de là nous avons formé des jeunes. Mais en collaboration... Et ici ou bien au Congo? Au Congo, je l'ai fait au Congo en 2019. Mmh. Donc, mais les actions sont là, menées par l'équipe que j'ai laissée. Qu'est-ce qu'on fait? Avec presque rien, nous allons chez les mécaniciens, on prend des gens, nous demandons des audiences et on explique la chose. Et en contrepartie, le mécanicien ne nous charge pas pour former les gens de notre organisation qui veulent être formés. Et nous allons chez les tailleurs, c'est les mêmes. J'ai aussi mis une équipe de côté, ils ont appris à mes membres, aux gens qui me suivent, aux membres patriotes engagés, ils leur ont appris à utiliser l'ordinateur par exemple, la photographie par exemple, et même à être caméraman. Donc il y a une continuité de ça. Si moi je peux déjà les faire avec mes moyens de bord sans pour autant aussi beaucoup dépenser, je pense que si l'État met un petit point là-dessus, ça sera vraiment ce que l'administration actuelle a besoin. Bien. Alors, nous allons parler, parce que vous portez une écharpe CRD autour du cou. Donc, vous êtes déjà engagé politiquement en République démocratique du Congo, au sein de la CRD. On sait que vous êtes un homme des convictions. Comment vous vous êtes retrouvé au sein de ces partis politiques? Voilà. Tout d'abord,
J'ai une longue histoire politique. Oui, oui. Commençons dès lors de la conférence nationale souveraine. Très jeune que j'étais, j'avais déjà joint la jeunesse de l'UDPS. Avant cela, j'étais avec la jeunesse MPR. Mais lorsqu'on a voulu d'un changement, nous tous, nous sommes allés du côté de l'UDPS. Et par la suite, j'ai eu à étudier pendant plusieurs années, ici en Afrique du Sud. Et par la suite, nous sommes rendus compte que ça ne tournait pas comme tel au pays. On n'avait que des mauvaises informations, que des mauvaises nouvelles par rapport à nos frères et sœurs qui sont restés au pays. Alors, nous nous sommes dit ceci, voilà. Si on ne les fait pas, qui doit les faire? Parce que nous voyons l'excellence, nous voyons le peuple. Nous avons un souci réel du bien-être des Congolais et de l'humain d'une manière générale. Alors, là, je fais un peu le parcours. Hein, oui, oui, bien sûr. J'arrive. Non, c'est important. Ce qui n'aurait pas été correct, c'est que vous puissiez tronquer comme si vous êtes sorti que au sein de la CRD, alors voilà. Que vous avez votre background politique. Voilà. Ouais, c'est important. Alors, au départ, j'étais très engagé dans des activités étudiantines de la communauté diasporale, de tous les étrangers, que ce soit de l'Europe, Amérique, Asie, Afrique, vivant en Afrique du Sud. Mais d'un coup, avec le bruit, la maltraitance du peuple, on s'est dit que il est temps de faire quelque chose. Donc depuis 2003, donc ça fera 20 ans maintenant, je me suis engagé d'une manière directe à faire quelque chose pour que le Congo change. Alors, comment est-ce qu'on a commencé? Il y avait un mouvement en Afrique du Sud qu'on appelait la conscience congolaise. Et ça n'allait pas entre eux, nous sommes revenus et puis on s'est dit que on crée un nouveau mouvement par la suite avec beaucoup d'autres aussi leaders politiques au niveau de Western Cape, de Cape Town. Donc c'est un renouvellement que nous avons fait. Je suis parmi les cofondateurs de ces mouvements. Ce que nous avons fait dans le temps, c'était conscientiser le peuple, parce qu'il y a un moment où le peuple n'était pas intéressé à la chose politique à ce niveau ici. Alors on devait les conscientiser. On a conscientisé, on a eu à inviter et des ambassadeurs et des journalistes de ces pays pour faire en sorte que notre message puisse toucher le plus haut sommet. Alors, après cela, j'ai joint, comment on appelle, le parti cher à Vital Kamerhe. L'UNC. L'UNC. Juste en passant, j'étais aussi dans Tshisekedi for President. Par la suite, nous avons mis des moyens, parce que dans le temps, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp. Et la diaspora ne pouvait pas voter. Pour contribuer, pour influencer l'élection de 2010, lorsque Papa Tshisekedi y était candidat. Alors ce que nous avons fait, on a mis des téléphones dans tous les quartiers populaires de l'Afrique du Sud. On s'est baladé presque tous les jours, on a pris congé de tout ce que nous faisions, juste pour que notre voix puisse compter. On appelait nos amis et leur demander, de demander à leur famille aussi et à leurs amis. On a fait de même auprès de nos familles. Donc c'était tous les jours. Et les week-ends, nous étions là, nous-mêmes présents un peu partout. Donc c'était une façon d'influencer les élections, bien que nous étions distants. Alors, juste après, je me suis dit, j'ai échangé avec quelqu'un de l'UNC, il me dira qu'il a expliqué la réalité qu'on sort. D'un coup, j'étais le conseiller particulier de Vital Kamerhe parce qu'il fallait quand même qu'on essaie d'organiser notre opposition. Particulier ici en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, ça me permettait d'aller rencontrer par exemple le président, ses conseillers, et les parlementaires ici, et les membres influents du parti qui sont au pouvoir, qui est au pouvoir, le ANC. Alors, quand j'étais de temps en temps, c'est d'ailleurs moi je vous dirais, j'étais avec un ami. Nous nous sommes dit ceci, il y a des gens qui crient, qui pleurent, mais on ne peut pas faire de même. Il faut, parce que moi je suis un homme d'action, comme je disais, on essaie de faire les choses un peu autrement. Nous sommes allés voir comment dirais-je, le conseiller particulier du président ici, en matière
conflits et tout. Alors il nous a posé la question de savoir que voulez-vous que nous puissions faire pour aider le Congo. Il nous a envoyé d'assister à une commission qui s'occupe de tels problèmes, conflits et tout ça partout au monde. Et dans cette commission, il n'y avait que nous comme Africains. C'était les gens du Moyen-Orient, Europe et consorts qui parlaient de leurs conflits. Alors on a exposé la chose congolaise et c'est pourquoi d'ailleurs il y a eu cette rencontre à Pretoria. Les gens ne savent pas que je suis l'une des personnes. Nous étions à deux, moi et notre confrère de l'UDPS. Nous sommes allés, on a organisé que tous ceux-là qui sont venus à Pretoria, par la suite, ils ont parachuté au niveau de Genève. Donc c'est nous qui avons organisé, qui est ces conclaves qui a fait naître, par exemple, notre confrère Fayoulou. Voilà. Et aussi, là, j'essaye un peu, parce que l'émission n'est que d'une sorte de 45 minutes, on essaie d'aller un peu vite pour arriver là où je suis aujourd'hui. Alors, ce qui s'est fait que, après cela, je suis quand même allé au pays pour voir comment est-ce qu'on pouvait aider. C'est pourquoi j'ai monté cette ONG qu'on appelle les Patriotes Engagés pour essayer de soutenir les actions du chef de l'État avec les moyens des bords, comme toujours. Et par la suite, j'ai vu qu'il y a vraiment eu une façon de faire qui n'était pas nécessairement correcte parce que nous respectons le choix d'un peuple. Le peuple a choisi Félix Tshisekedi et d'un coup j'ai vu quelqu'un qui sort de l'autre côté, qui quitte ce qu'on appelle le FCC de Kabila. Pendant ces temps, c'était très dangereux de le faire, il fallait avoir du courage. J'ai vu un ancien politicien, un homme que nous connaissons, un homme digne d'être congolais. Vous parlez de l'honorable président de l'Assemblée nationale. Exactement. Parce que moi, avant que je ne joigne quelqu'un... Et qui est aussi président de la CRD. Qui est président, c'est notre autorité morale. Comme il est en fonction là, nous avons un président par intérimaire qui est le président Mafungu. Donc voilà, je l'ai suivi. J'ai vraiment demandé à ce que j'ai plus d'informations sur lui. On m'a raconté et j'ai fait une marche arrière, disons, pour voir c'est qui cet homme. J'ai vu que c'est un homme qui a travaillé longtemps, mais qui a une image intacte. Cela vous dit déjà quelque chose. Et puis j'ai vu les déclarations qu'il a eu à faire contre le Rwanda qui dérange le Congo. Partout où il passe, il ne fait que supporter la vision du chef de l'État. Il n'y a pas un homme qui a autant supporté ce que Félix a voulu par rapport au bien-être du Congo que notre autorité morale qui est l'honorable président. Est-ce que vous savez que ces détracteurs disent qu'il aurait dû se reposer aujourd'hui? Il est déjà octogénaire et qu'il devrait laisser la place à des jeunes. Oui, absolument. Et que pour ses anciens camarades, ils ont trouvé que c'était de l'inconstance de basculer d'un bord à l'autre finalement, peut-être à cause du poste de président de l'Assemblée nationale qu'il a eu, sans coup férir. Je commence avec la dernière partie de la question. Moi, je dirais ceci. Il y a des gens qui confondent constance et rester derrière quelqu'un. Constance veut dire il y a le cible à atteindre, vous vous dirigez vers ces cibles-là. Ça, c'est la constance. L'humain est faillible. L'humain n'est pas parfait. L'humain commet des erreurs. Alors, vous pouvez avoir un leader qui se perd ou qui est malade. Vous ne tombez pas parce que ce leader-là est tombé. C'est là où beaucoup de gens commettent l'erreur. Mon président Mbosso, qu'est-ce qu'il a fait? Lui ne respecte les institutions. Lorsqu'il fallait qu'il supporte Kabila, le président Kabila, il l'a fait parce qu'il était président. Maintenant, nous avons un nouveau président. Pourquoi le combattre? Donc, lui n'est constance quand c'est là. Ce n'est pas de l'opportunisme. C'est de la constance politique. La constance politique, pour lui, c'est le respect des Écritures, le respect de notre Constitution. La Constitution nous a proposé un nouveau président
que nous avons tous accepté, et lui ne pouvait que vraiment accepter. Voilà. L'autre partie de la question était qu'il doit peut-être laisser la place à la jeunesse. Oui. Et tout, je pense qu'il y a un dicton, un proverbe qui dit « Si jeunesse savait ». Et si, je pense, vieillesse pouvait. Ouais. Voilà. C'est déjà clair ce que je veux dire par là. La politique, si cela ne dépendait que de l'âge, aux États-Unis, on n'aurait pas eu le président actuel comme chef de l'État. Joe Biden. Yeah. C'est un vieux qui a un problème de mémoire par moment, mais il a une vision pour le pays. C'est le plus important. Donc le fait qu'on court très vite étant jeune, cela ne dit pas qu'on va aussi bien diriger parce qu'on est jeune. Moi, j'ai eu à rencontrer à plusieurs reprises l'honorable Mbosso. C'est quelqu'un de dynamique. Je me demande où il trouve cette force. C'est quelqu'un de discipliné. D'ailleurs, d'abord, pour voir que quelqu'un d'abord discipliné, il faut voir comment il vit. Quand il se réveille, il s'exerce un tout petit peu et il ne mange que ce qui est végétable le matin. Bon, pour le soir, je ne sais pas. Mais généralement, c'est ce qu'il mange. Un peu d'exercice. C'est pourquoi il garde cette taille-là qu'il a et l'énergie qu'il a. Parce que avant qu'il n'arrive même dans son bureau au niveau de l'Assemblée nationale, il a un autre bureau à la maison où tout le monde, son électorat, les proches, la famille, les membres des différentes organisations passent le voir avant qu'il ne passe de l'autre côté. Donc il vous reçoit une histoire d'une cinquantaine de personnes avant qu'il ne s'engage même de l'autre côté. Et on le suit à distance, on voit que cet homme a toujours cette énergie-là. C'est comme si quelqu'un qui n'a pas travaillé. Je ne pense pas que tous les jeunes ont nécessairement cette énergie-là. Moi je pense qu'on a besoin de sa connaissance. C'est quelqu'un qui aime le Congo et qui est vraiment, comme on dit en anglais, clean dans son parcours. Alors vous êtes aujourd'hui nommé par votre parti comme son représentant Afrique australe. Afrique australe, oui, à SADC, sauf l'Angola. Oui, je suis le président régional de la CRD. La CRD qui est la Convention pour la République et la démocratie. Je représente le parti comme tous les autres grands partis du pays qui sont aussi représentés dans ce coin. Donc ma mission est celle d'implanter le parti dans tous ces pays de l'Afrique australe, sauf l'Angola, on dira. Et puis, ça ne s'arrête pas là. C'est ce que j'ai apprécié du président Mbosso parce qu'il a la matière en lui. Quand vous échangez avec lui, vous comprenez que c'est un homme qui est informé et c'est un homme qui comprend les enjeux tout autour du monde politique qui entoure le Congo. Le monde politique qui entoure le Congo n'est pas que l'Afrique. Il y a l'Europe, il y a l'Amérique, il y a l'Asie. Mais il comprend que l'Afrique du Sud est un pays très stratégique par rapport à la politique du Congo. Alors, il y a un moment, nous avons eu un président que nous appelons Thabo Mbeki ici en Afrique du Sud. C'est un vrai panafricain. Cet homme a fait qu'il y ait toutes les grandes entreprises sud-africaines aussi installées dans plusieurs pays d'Afrique. Et généralement, tout ce qu'il a encouragé, c'est l'investissement africain en Afrique. Donc c'était ça sa priorité. Mais depuis qu'il n'est plus au pouvoir, ses projets semblent avoir perdu de l'élan. C'est l'un des éléments dont le président Mbosso a soulevé. Alors ma mission est aussi d'essayer d'amener les investisseurs sud-africains au Congo, qu'on reprenne avec les habitudes que nous avions au temps de Thabo Mbeki. Je l'ai d'ailleurs fait, j'ai déjà commencé, j'ai eu à rencontrer les cadres de l'ANC, le parti au pouvoir. J'ai été voir Madame la ministre chargée des Affaires étrangères. J'ai été voir le ministre en charge de
SIDA, c'est quelque chose, c'est une organisation qui permet que les investisseurs sud-africains voyagent, ils reçoivent des supports du gouvernement. Des subventions. Voilà, j'ai été les voir par rapport à ces points-là. Voilà donc ce que j'ai fait, ce que j'ai comme mission étant président régional de la CRD au niveau de la SADC. Ouais, on sait que la SADC, essentiellement l'Afrique du Sud, qui est quand même les pays les plus grands, les plus importants de cette région, et politiquement acquise à l'UDPS, au moins jusqu'il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous allez avoir droit des cités ou vous allez pouvoir survivre dans ces terrains déjà conquis par vos partenaires politiques, parce que la CRD est quand même d'une manière ou d'une autre alliée à l'UDPS au sein de l'Union sacrée. Conquis par l'UDPS, vous voulez dire? Oui. Ok. Oui. Ben, oui, personnellement, je suis un homme du terrain. Je suis, comme je vous ai parlé de notre mouvement politique que nous avions ici, la Conscience congolaise pour les renouveaux, c'est l'un des mouvements les plus vibrants politiquement ici, à Cape Town comme nous parlons, mais c'est nous autres qui ont fait que ça soit ce qui est voilà. Donc les autres partis politiques sont venus après. C'était d'abord le mouvement, parce que les marches que nous avions eu à organiser, c'était nous, presque toutes les marches, et puis toutes les activités qu'il y a eu ici politiques, c'était tout d'abord nous, mais on invitait tout le monde. Comme c'était une plateforme, tout le monde venait, UDPS, UNC et consorts, tout le monde venait, mais on a eu à gérer tout ça. Donc on n'aura pas assez de problèmes ou du mal, parce qu'on a quand même une personnalité dont les gens respectent. Parce que nous nous sommes imposés ces respects-là en se respectant, en étant dignes de confiance avec tout ce qu'on a eu à faire à ce niveau ici. Voilà. Alors, vous dites que vous êtes revenu au pays il n'y a pas longtemps. Comment est-ce que vous avez retrouvé le Congo après plusieurs années d'absence? Voilà, la première fois que je sois revenu, c'était réparti en fait au Congo, c'était lors du deuil de ma grand-mère. J'ai pas fait longtemps, je ne sortais presque pas. J'ai vu, ben voilà, c'était un peu compliqué pour moi parce que c'était une première fois de voir autant de gens, la famille et tout. Et puis j'étais sous émotion. Mais juste après, j'ai conduit une délégation. Aussi, ce que j'ai pas mentionné, il y a ce qu'on appelle AFRIPA, c'est l'association des parlementaires africains, et qui a sa base ici en Afrique du Sud. Moi, je suis l'un des consultants. J'ai eu à aussi exposer la chose congolaise au niveau des AFRIPA, parce qu'on a frappé à toutes les grandes portes sud-africaines pour que quelque chose soit fait par rapport à ce qui se faisait pendant le régime passé. Alors, de là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il fallait qu'il y ait une délégation qui devait aller au Congo. J'étais cette personne qui a conduit la délégation. La délégation AFRIPAR, de ces parlementaires qui étaient là pour... Nous nous sommes rencontrés avec tous les candidats au niveau de la présidence. C'était juste avant les élections de 2018. Donc j'étais là, je suis passé dans tous les QG, les quartiers généraux, je pense c'est ce qu'on dit. Oui. Je suis passé dans tous les quartiers généraux et par des grands partis politiques où il y a eu des candidats à la présidence 2018. Nous avons échangé et nous avons apporté un message des AFRIPA et un message de l'Afrique du Sud. Alors, lorsque nous sommes arrivés, c'était la chose qui m'a d'ailleurs surprise. J'arrive au pays et voilà les Sud-Africains qui m'accompagnent et disent « Bon, wow, le Congo c'est comme ça !» Par rapport aux informations qu'ils écoutent à la distance, on n'a que des mauvaises informations sur le Congo. Nous sommes arrivés, c'était la nuit, on a conduit à grande vitesse. Ils étaient surpris de voir des grandes routes comme ça, en pleine ville. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui m'a aussi tiqué. J'étais surpris moi-même. Et puis j'arrive au Congo, et puis les gens, je me rends compte que les gens vivent tous les jours. Ce n'est pas nécessairement l'image que nous avons du Congo lorsqu'on n'a jamais visité. C'est pourquoi les gens qui sont extrémistes, qui se disent combattants à l'extrême, je leur demande d'aller au Congo. Personne n'arrête personne parce qu'on est combattant.
Et cette façon de voir ne sera plus la même. Je suis allé jusqu'au Bas-Congo, j'étais surpris de voir qu'on pouvait conduire jusqu'à 140 km/h. Donc, je me dis qu'il y a des choses qui sont faites au Congo, mais nous n'avons que des mauvaises informations. Mais ce qui est vrai, je vais dire quelque chose par rapport au changement d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je le dise maintenant ou pas. Allez-y, allez-y. Voilà. Par rapport à la venue des Fachi, ce que j'ai beaucoup plus aimé est que il y a un vent réel du changement. Vous descendez, dès l'aéroport, vous sentez un sens du changement. Je ne dis pas que tout est parfait, parce que même lui-même, il a déploré, disant que Mboka Oyo Kufa. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il essaye, mais les gens ne comprennent pas. C'est tout ce qu'il a voulu dire, mais les gens ont mal peut-être interprété la chose, ou on l'a mal compris. Vous voyez qu'il y a un sens, une volonté politique qui tout change. Et puis, on n'arrête plus les gens comme c'était au passé. On ne tue plus. Il y a l'investissement qui arrive. Il y a plusieurs projets qui sont en train de mushroom. Mushroom, c'est... Champignons. Voilà. Comme des champignonnés. De sortir comme des champignons. Voilà. De gauche à droite, nous les avons. Lorsque vous êtes un peu à distance, tout ce qu'on voit, c'est le mal, mais en réalité. Mais ce que je veux encore, une fois de plus, demander aux Congolais, aux gens qui sont sur place au Congo, une chose qu'ils doivent comprendre est qu'aujourd'hui, la situation économique dans tous les pays n'est pas bonne. Après cette histoire de Covid-19, c'est tout le monde qui pleure, c'est toutes les grandes économies qui pleurent, c'est la détresse un peu partout. Et par la suite, ça ne s'est pas arrêté. Là, il y a eu cette guerre Ukraine-Russie. Ça dérange. Mais si nous avons une petite stabilité économique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a déjà un élan positif qui a été lancé. Alors ne lâchons pas, ne critiquons pas négativement, essayons plutôt d'accompagner cette vision qu'a le chef de l'État pour la RDC. Monsieur Maya, en fait, c'est le contraire qui nous aurait étonné de votre part. Mais certaines personnes pensent que le chef de l'État a organisé un laisser-aller dans la gestion de la chose publique. Vous avez parlé des finances ou de l'économie, mais qu'il y a eu une gabégie à la tête de l'État. Qu'aujourd'hui, la partie Est, essentiellement le Nord Kivu, est dans une forte insécurité à cause d'une stratégie inappropriée du président de la République sur cette question. Et puis le social, comme disait un homme politique congolais décédé, paix à son âme, il n'y a de politique que le social, disait Arthur Zaïdi Ngoma. Le social de la population part en vrille. Alors, tout ça pour ça, ça aurait servi à quoi finalement de changer des régimes? Parce qu'aujourd'hui même les kabylistes, ils considèrent que ils étaient même mieux que l'offre politique actuelle. Bon, je commencerai à la fin, la Kabylie, c'est tout à fait normal, ils sont dans l'opposition. L'opposition, malheureusement au Congo, on ne fait que critiquer. On n'accompagne pas de bonnes œuvres. La Kabylie n'a vraiment pas de leçons à donner à Félix Tshisekedi, notre président actuel. Pendant la Kabylie, combien de chaînes de télé, dans votre cadre, seulement, s'il faut prendre un exemple, ont toujours été fermées, arrêtées, pas de signal et tout. Combien de gens devaient mourir pour avoir tout simplement organisé une marche contre un service ou contre un quelconque leader, ou même une loi, on dira. Donc c'était une marche au Congo pendant la Kabylie, c'était un choix de vivre ou de mourir. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a quoi de plus qu'on peut vouloir étant humain que la paix? Oui, il y a cette histoire de l'Est qui dérange. Nous voyons le président. Aujourd'hui, si nous sommes conscients avec nous-mêmes, on peut voir le président Paul Kagame
en train de paniquer. Dans ses dires, dans ses discours, il n'a jamais été dérangé comme il l'est aujourd'hui. Alors, nous Congolais, nous vrais patriotes, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui s'est fait. Parce que le président n'est pas en train de faire un théâtre, comme l'aurait dit mon autorité morale, pour passer tout le temps à la télé, dire que j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Mais nous voyons les réactions de l'autre côté pour comprendre que ça ne va pas. Oui, je pense que par moment, lorsqu'on veut guérir une plaie, il faut un peu retoucher la plaie ou faire couler le sang, faire revivre la plaie. C'est ce qui s'est fait à l'Est. À l'heure actuelle, c'est l'agitation totale parce que les gens ont compris. Ceux qui dérangent à l'Est, ils ont compris que c'est leur fin. Ils vivent leurs dernières heures. Et je sais, moi j'ai confiance à Fachi. C'est quelqu'un qui vous dit des vérités comme ça, directes. Et il l'a fait pour l'Est. Je sais qu'il ne lâchera pas cette affaire comme ceci. Donc, à mes compatriotes... Et pour la mauvaise gouvernance financière. Oui, j'y arrive. Je passe d'abord un mot à mes compatriotes, frères et sœurs qui sont à l'Est. Tenons bon. Nous sommes très distants, mais on a passé des nuits blanches, bien que ne dépendant pas du Congo. Et dans les temps, je ne gagnais absolument rien de tout ce que je faisais. Je ne dépensais que de ma poche. Je n'étais pas seul, moi et beaucoup d'autres compatriotes ici. Je vous l'ai dit très clairement et honnêtement que nous sommes ensemble. Cette lutte que vous menez, cette bravoure, on dit bravoure, dont vous faites d'une démonstration, vous n'êtes pas seul. Nous ne vous lâcherons jamais. Aujourd'hui, nous avons un président qui a un sang congolais, un fils d'un politicien qui a tout donné pour ce pays. Donc on ne va jamais vous lâcher. Nous sommes ensemble, on ira avec cette lutte jusqu'à notre victoire totale. Par rapport à ceux qui disent que les finances sont mal gérées, moi je pense qu'il n'y a pas eu autant de leaders qui ont été incarcérés dans la gouvernance de la chose publique au Congo. Je ne pense même pas qu'il y ait eu autant de Mobutu. Mobutu n'est carcéré que ceux-là qui s'opposaient à lui. Donc, on voit cette volonté-là déjà de punir, c'est quelque chose. Mais c'est un pays qui a été rongé pendant longtemps par la corruption. Ce n'est pas facile de venir et tout arrêter. Sinon, c'est tout un système qui s'écroule. Mais c'est chose qui est déjà en cours. Les gens qui disent qu'il y a vol, il y a détournement, mais une fois qu'il y a des preuves, nous voyons ces gens être traduits en justice. Donc c'est quelque chose que moi je pense nous devons applaudir. C'est un pas vers une bonne direction. Quant au social, le budget du Congo, je vous donnerai un exemple. On nous a dit ici la Russie, juste par vente du pétrole et du gaz en Europe, journalièrement, la Russie encaissait 1 milliard de dollars. Le Congo encaisse, avait un budget avec la Kabylie, je pense, de 5 ou 6 milliards comme ça. Maintenant là, c'est près de 10 milliards. C'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas aussi considérable comparé au niveau de notre population. Nous avons, je pense aujourd'hui, près de ou plus de 80 millions. C'est ça, la population congolaise, plus de 80 millions. Et un budget de 10 milliards ne suffira pas à résoudre tous nos problèmes. Mais passons de 6 à 10, déjà c'est un bon début. À plus de 10. À plus de 10, je pense que 12. On approche 15, ouais. Waouh, voilà. Sur papier. Voilà. Mais bon, ça a toujours été sur papier. Le plus important est aujourd'hui qu'il y a déjà une prise en charge au niveau scolaire. Ce n'est pas parfait, je le dis. Je ne suis pas un ignorant, je sais que ce n'est pas parfait. On s'est demandé, mais comment est-ce qu'il y a eu une telle décision? Mais je pense que le président a pris une telle décision, c'est par patriotisme, par amour qu'il a pour ces pays. Ce n'était pas facile pour une économie comme la nôtre de dire que gratuité de l'enseignement.
Beaucoup de gens ont critiqué, mais quelque part, ça marche. Et ça a aidé beaucoup de nos enfants qui sont sur place au Congo. Et puis, dans les années qui vont suivre, ça sera une gratuité pour les soins médicaux et un salaire conséquent pour les serviteurs du peuple. Les gens qui sont dans la médecine, par exemple, dans l'enseignement, ils doivent avoir un salaire aussi conséquent. Mais cela doit être, je pense, proportionnel à notre économie. Voilà, nous parlerons peut-être élection pour une autre fois. Nous allons terminer cette émission par un message de votre part. Je dis que vous êtes candidat aux prochaines élections, aux législatives. En une minute ou en un mot, pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous? Voilà, bon, c'est jusque-là une intention parce qu'on n'est pas encore permis de faire une propagande. C'est une intention, voilà. Les gens ont confiance en moi, au Congo. Les gens qui me connaissent, que ce soit au Congo, que ce soit là où je vis en Afrique du Sud, c'est le plus important parce que j'ai fait bien ce que j'ai fait. J'assume bien mes responsabilités. Je suis un concepteur, un créateur. Quand je suis au Congo, je vois ce que je peux faire avec des moindres moyens. Donc d'un coup, c'est aider. L'argent qu'il faut que je reçoive du Congo, en grande partie, va repartir pour aider cette population. Donc moi, je ne viendrai pas nécessairement parce que j'ai besoin de m'enrichir. Je viens surtout parce que j'ai un rêve pour les Congolais. J'ai une vision et j'ai un grand souci d'aider. C'est ce que je peux dire par rapport à ceux-là qui peuvent me faire confiance. Merci beaucoup, Monsieur Maya. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de partout. À très bientôt. Au revoir.